L'aube n'était pas encore levée lorsque le cortège diplomatique burkinabé quitta Ouagadougou. À bord du Falcon 7X affrété pour l'occasion, Ibrahim Traoré relisait pour la 5e fois le plan de séance du sommet mondial sur les ressources stratégiques et la stabilité énergétique, programmé dans la somptueuse salle de bal du Waldorf Astoria Midtown Manhattan. Plus qu'un simple sommet, c'était l'occasion tant attendue pour l'Afrique de prendre enfin la parole sur la scène internationale ou du moins, l'occasion qu'il se donnait de transformer l'humiliation qu'il redoutait en une force insoupçonnée. À son arrivée à New York, la cohue l'attendait déjà. Chauffeur cravaté, agent de sécurité, traducteur et conseiller se pressaient autour de lui. Mais Traoré, d'ordinaire avare de gestes et de mots, resta immobile, laissant ses collaborateurs se charger des formalités. Son regard, calme mais perçant, balayait les façades de verre du Waldorf Astoria, comme pour mesurer le contraste entre la grandeur ostentatoire de l'hôtel et la condition souvent périphérique qu'on réservait aux dirigeants africains. Dans le hall, un tapis rouge invitait les délégations à entrer dans la danse diplomatique. Les flashs crépitaient déjà, roi du pétrole en habit sombre, président disposé en file indienne, banquiers centraux feignant la décontraction, chacun serrant la main de l'autre pour la postérité. On y voyait les géants de l'énergie, unis dans des alliances fluctuantes, à leur côté, les responsables de grands fonds souverains, calculant l'impact de chaque signature sur les marchés. Tout était spectacle jusqu'à ce qu'un homme ose briser le protocole. Quand le modérateur annonça l'arrivée de Donald J. Trump, c'est un vent de curiosité qui traversa l'Assemblée. Ancien président des États-Unis, magnate du pétrole et grand maître de la mise en scène, il fit son entrée dans son costume rouge sang, cravate démesurée, sourire de conquérant gravé sur le visage. Les caméras se tournèrent vers lui, on entendait le cliquetis des objectifs, la ruée des assistants pour dégainer leur téléphone. Face à lui, séparés seulement par 1 mètre, les 2 chefs d'État se fixaient à travers la foule. Traoré, conscient du poids symbolique du geste, avança la main droite ni trop vite, ni trop lentement, exactement comme le voulait le protocole. Immédiatement, un conseiller américain s'interposa, cherchant à détourner l'attention. Trump, les bras croisés, leva les yeux au ciel, puis lâcha, d'une voix forte, un président africain de plus. Pourquoi on les invite à ces réunions? Ils ne produisent rien, ils mendient et repartent avec des aides. L'Afrique, ce sont des mendiants, rien d'autre. Le mur de glace s'abattit en une demi-seconde. Les microphones captèrent chaque mot. Les visages autour de la table se figèrent, les diplomates africains serrèrent les poings, tandis que des ministres occidentaux baissaient la tête, mal à l'aise. Une attachée de presse américaine tenta un rire forcé, les notes légèrement tremblantes. Traoré, le bras toujours tendu, sentit ses doigts s'ankyloser devant l'impudence. Pendant une seconde, son cœur s'emballa et c'est là que l'imprévu surgit, un photographe, bousculé par la foule, perdit l'équilibre et heurta Traoré au poignet. Le sursaut fit vibrer la manche de sa veste, rompit le silence, ramena l'attention sur lui, et offrit la libération tant attendue. Traoré baissa la main, sans un mot, le visage impassible, comme s'il venait de poser un défi silencieux. Il se détourna, franchit la distance qui le séparait de l'estrade, et s'effaça dans la cohue. Les caméras, moins attentives à son départ précipité qu'à la mine déconfite de Trump, attrapèrent la scène entière, poignée de main ratée, mots humiliants, main abaissée, départ. La vidéo explosa sur Twitter en quelques minutes, générant sympathie et indignation dans le monde entier. À Ouagadougou, à Dakar, à Nairobi, les premières images circulaient déjà sur les téléphones, une foule brandissait des pancartes, « Nous ne mendions plus », tandis que manifestants et étudiants scandaient, « Afrique fière ». Sur CNBC, un analyste commentait, « C'est plus qu'un geste manqué, c'est le symbole d'une fracture géopolitique ». Mais dans la suite présidentielle du Waldorf Astoria, loin des caméras, Ibrahim Traoré restait immobile devant la baie vitrée. New York s'étendait à ses pieds, étincelante et indifférente. Il savait que cette humiliation, plus violente et répétée que toutes les autres, n'était que l'étincelle d'un brasier à venir. Et tandis que la ville continuait de scintiller, il se tourna vers son conseiller, l'œil déterminé, préparer la réunion. Qu'ils appellent ça un caprice, un coup de tête? Demain, nous riposterons. Dans ce silence chargé d'électricité, tout était désormais possible et rien ne serait plus comme avant. Le vol de retour vers Ouagadougou laissa Ibrahim Traoré plongé dans ses pensées. Autour de lui, le ronronnement des moteurs masquait le tumulte qui grondait dans son esprit, il avait été publiquement humilié, traité de mendiant par l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais, au lieu de céder à la colère ou aux larmes, il ressentait une froide certitude, c'était le moment de transformer cette offense en force. Dès son arrivée au palais présidentiel, il cala une réunion urgente dans son agenda. Seuls quelques conseillers triés sur le volet furent conviés dans la salle 3, un espace habituellement réservé aux discussions stratégiques les plus sensibles. Sur la grande table ovale, un imposant dossier noir attendait d'être ouvert. À l'intérieur, cartes détaillées des gisements de lithium, cobalt, uranium et terres rares, tableau de volume d'exportation, noms et coordonnées des principales multinationales exploitantes. Chaque page tremblait d'enjeux colossaux. Aux premières heures du lendemain, Traoré envoya discrètement des invitations, pas de courriers diplomatiques officiels,
mais des messages chiffrés au président et premier ministre du Mali, de la Guinée, du Niger, du Tchad, de la République centrafricaine et d'autres partenaires clés. Il n'y avait qu'un seul enjeu, coordonner une réponse africaine inédite à l'affront de Trump. Le jour J, la salle 3 était plongée dans la pénombre, seules quelques lampes dirigeables mettaient en lumière les visages graves. Un par un, les dirigeants entrèrent, sous haute protection, sans communication ni délégation superflue. Les regards se croisèrent, certains empreints de respect, d'autres de scepticisme. Quand la porte se referma, Traoré prit la parole, d'une voix calme mais ferme. Hier, un geste minuscule, une poignée de main annulée a révélé ce qu'ils pensent de nous, mendiants. Aujourd'hui, nous détenons le seul levier capable de les faire écouter, nos ressources stratégiques. Un silence choqué suivit son propos. Plusieurs chefs d'État échangèrent des regards inquiets. Suspendre les exportations signifiait mettre en danger les économies nationales, dépendantes des revenus miniers. L'ambiance se fit électrique lorsque la présidente ivoirienne, Maïmouna Koulibaly, prit la parole. Suspendre nos ventes? C'est un suicide économique. Nos budgets reposent sur ces exportations. Traoré acquiesça, conscient du risque. Je sais. Mais que préférez-vous, devenir les esclaves d'un système qui nous méprise, ou prendre le risque de négocier d'égal à égal? Alors surgit un rebondissement. Le premier ministre du Niger, Hassan al-Mustafa, révéla qu'un diplomate américain lui avait offert d'énormes garanties s'il s'opposait au plan. Argent, aide budgétaire accrue, investissement dans le nucléaire civil. L'enjeu de la trahison planait dans la pièce. Les visages blêmirent. L'enjeu devenait personnel autant que collectif. Traoré fronça les sourcils, puis répondit sans hésiter, nous ne sommes pas à vendre. Si l'un de nous fait défaut, notre coalition s'effondrera. Mieux vaut partir ensemble, ou périr isolément. À l'extrémité de la table, le président malien, Moussa Sangaré, se leva, prenant tous de court, je suis prêt à fermer les robinets, même si mon pays souffre. Aujourd'hui, nous montrons la force de notre unité. Cet engagement galvanisa l'Assemblée. Les craintes cédèrent place à une détermination inébranlable. 1. Les chefs d'État signèrent un accord de principe. 1. Suspension coordonnée des exportations de ressources stratégiques vers les États-Unis. Création d'un mécanisme de solidarité pour compenser provisoirement, via un fonds panafricain alimenté par chaque membre. Engagement à maintenir l'unité contre toute tentative de briser la coalition. Alors que les signatures s'enchaînaient, un dernier rebondissement frappa la salle, la porte s'ouvrit brusquement. Un conseiller paniqué annonça qu'une fuite médiatique avait déjà rendu public l'accord sur un forum d'ambassadeurs. L'effet escompté de la surprise risquait de s'évanouir. Dans le silence lourd qui suivit, Traoré leva la main, parfait. Qu'ils sachent dès maintenant que nous parlons sérieusement. Maintenant, rentrons chez nous et agissons ensemble. Dans un élan solennel, les présidents se serrèrent la main, scellant le pacte clandestin. Cette poignée de main silencieuse valait tous les discours. Dehors, l'ombre d'une tempête géoéconomique grandissait à l'horizon. Et dans le cœur de ces hommes et femmes d'État, naissait la certitude que l'Afrique ne mendierait plus jamais, elle négocierait, unie, en force. Au cœur de la nuit, alors que les dernières lueurs de Ouagadougou s'éteignent, un bulletin sobre clignote sur tous les écrans officiels des ministères africains, suspension immédiate et coordonnée des exportations de lithium, cobalt, uranium et terres rares à destination des États-Unis d'Amérique, jusqu'à nouvel ordre. Coalition panafricaine pour les ressources stratégiques. Sans faste, sans communiqué pompeux, le message tombe comme un coup de tonnerre. Dans les salons feutrés des ambassades américaines à Abuja, Lagos et Dakar, on se précipite sur le téléphone, les visages blêmes devant l'ampleur de l'annonce. À Wall Street, à 9h30 précise, la cloche sonne l'ouverture de la séance. Déjà, les ordres de vente affluent, et le cours du cobalt dévisse de 5%, celui du lithium de 7%. Tesla, Apple et General Motors publient simultanément des communiqués alarmistes, stock menacé, chaîne de montage ralentie, livraison repoussée. Dans un studio new-yorkais, un économiste de renom confie face caméra, nous avons sous-estimé la solidarité africaine. Ces pays, longtemps relégués au rôle de fournisseurs passifs, viennent de démontrer qu'ils peuvent faire trembler les marchés mondiaux. Pendant ce temps, à Washington, le président Trump, informé de l'effondrement des indices, organise en urgence une conférence de presse. L'estrade est prête, les micros braqués sur lui. Il entre, sans cet habituel sourire moqueur, et déclare « Nous ne tolérons pas le chantage économique. Si ces régimes africains persistent, nous imposerons des sanctions ciblées et réduirons drastiquement notre aide au développement. » Mais ces mots se perdent dans un vide diplomatique. Dans les chancelleries africaines, aucune riposte publique ne vient briser le retrait solennel. Les ambassadeurs, dépités, reçoivent des directives, silence stratégique. Au palais présidentiel de Ouagadougou, Ibrahim Traoré feuillette la presse du lendemain, un léger sourire aux lèvres. Il sait que l'orage américain ne fait que confirmer la justesse de son pari. Une semaine plus tard, les sombres salles du nouveau siège de l'Union africaine à Addis Abeba s'animent. Pour la première fois de leur histoire, les 55 chefs d'État se réunissent non pour implorer, mais pour définir leur voie commune sur les ressources stratégiques. Les drapeaux flottent, discrets,
dans la lumière matinale. Aucun discours protocolaire long et creux, après des heures de discussion, un mémorandum d'entente est finalisé, plateforme panafricaine des ressources stratégiques, création d'un organe de négociation unique face aux grandes puissances et aux multinationales. Fonds de solidarité, mise en place d'un mécanisme temporaire de compensation financière pour amortir le choc des suspensions. Charte de souveraineté, affirmation du droit de chaque État, sans ingérence extérieure, d'exploiter et de valoriser ses matières premières. Les caméras du monde entier captent le moment où, au milieu de la salle, Ibrahim Traoré se lève pour prononcer, voix calme mais vibrante, une phrase qui restera dans les annales, nous ne mendions plus notre survie, nous la négocions. Alors que les journalistes bousculent leurs notes, un rebondissement éclate, la Chine, saisie de l'opportunité, propose discrètement d'acheter les stocks bloqués à un prix concurrentiel, sans conditions politiques. Peu après, la Russie annonce un partenariat logistique pour sécuriser les infrastructures minières africaines. Les États-Unis, témoins de ce double jeu, voient leur pression se dissiper, ils ne peuvent plus imposer ni sanctions ni ultimatums sans compromettre leurs propres géants industriels. Dans les jours qui suivent, des accords bilatéraux inédits se nouent, l'Union européenne accepte d'ouvrir un dialogue équitable sur les droits d'exploitation, le Canada et le Japon annoncent des investissements transparents, les pays africains enfin maîtres de leur destin. À Ouagadougou, dans son bureau aux 12 étages, Ibrahim Traoré contemple la silhouette paisible de la ville. Il repense à cette poignée de main manquée, à l'humiliation initiale, et réalise que c'est précisément ce geste qui a soudé l'Afrique. Quand on cesse de mendier, on devient l'architecte de son avenir. Le silence de ses adversaires a fait place aux murmures respectueux de partenaires désormais contraints de reconnaître que le vent a tourné, l'Afrique, pour la première fois, s'est levée ensemble et le monde a dû plier. Morale de l'histoire, l'humiliation subie peut devenir l'étincelle d'une revanche pacifique, quand un continent uni cesse de supplier pour ses droits et commence à négocier d'égal à égal, il change à jamais l'ordre du monde. Si cette histoire vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater de nos récits épiques. Dites-nous en commentaire quelles leçons vous retenez et à très vite pour une nouvelle aventure.